m'appelle Sylvie Vassar, je suis psychologue clinicienne. C'est mon frère, en fait, qui a un peu orienté ce choix. Parce que lui-même, j'ai un frère aîné qui a 7 ans de plus que moi. Et lui a choisi sa voie plutôt que moi, évidemment. Et il avait entrepris des études d'assistance sociale. Il n'y avait que des filles à l'époque dans sa promotion. Il était un des seuls garçons. Et je me souviens, j'étais jeune, je devais avoir 12, 13 ans. Il est rentré à la maison, donc chez nos parents, et c'était l'année où passaient pour la première fois les émissions de Bruno Bettelheim. Et il avait un énorme enregistreur à l'époque, un UR, un truc avec des bandes et tout ça. Et il voulait absolument enregistrer ses émissions, donc ça avait fait tout un truc à la maison. Tout le monde était focalisé sur le fait qu'il voulait écouter ses émissions. Et moi, c'est des émissions qui m'ont marqué, enfin la rencontre avec la présentation de l'Orthogenic School of Chicago et de Bettelheim à l'époque, je pense que c'était en 72, 73. Ça m'avait... Je crois que c'est ce qui a déclenché, quoi. J'ai dû regarder... j'ai regardé toutes les émissions, donc, avec lui. Et à la maison aussi, tout le monde avait regardé, du coup. Pour moi, c'était une découverte. C'était la découverte de l'étrangeté et d'une certaine façon de traiter avec l'étrangeté. Et je me disais... mais c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et je ne sais pas pourquoi. Ce qui m'avait fascinée, c'était à la fois de découvrir des autistes, hein, à l'époque on disait ça comme ça, de découvrir des autistes. J'ignorais totalement que des enfants pouvaient être dans un tel état. Et la façon d'essayer d'entrer en contact avec eux, d'essayer à la fois de tenir compte de ce qu'ils étaient et en même temps de les empêcher d'être ce qu'ils étaient. Alors, bon, je dis ça maintenant, c'est pas l'analyse que j'ai faite évidemment quand je le regardais, mais c'est vraiment ce qui m'a... j'ai décidé, je crois, même pendant la première émission, j'ai décidé que c'était ça que je ferais. Pas de travailler avec des enfants psychotiques ou autistes, mais que c'est ce travail-là que je voulais faire, d'aller à la rencontre, d'aider des gens à être autrement en les prenant comme ils étaient. Et ce qui m'avait beaucoup étonnée, c'était l'acceptation un peu aussi de tout ce qu'ils pouvaient faire et de s'appuyer là-dessus, y compris sur des choses dangereuses, pour entrer en communication avec eux. Alors après, il y a eu toute une rationalisation sur le fait que Bettelheim, c'était la traumatologie, etc. Ça m'était égal. C'est quelque chose que j'ai appris beaucoup plus tard. Mais donc du coup, j'étais encore au collège. Donc ça a un peu orienté le fait que j'aille en lettres ensuite. Donc j'étais aussi assez bonne en langue. Je travaillais... J'apprenais le grec ancien, j'ai eu la chance d'apprendre le grec ancien, de travailler le grec ancien pendant 7 ans et ça a beaucoup réorienté aussi une partie de ma vie. Et je me souviens que l'année où je passais le baccalauréat, j'étais à Sophie Germain, à l'époque, au lycée Sophie Germain. La philosophie, j'étais très intéressée par la philosophie aussi, mais pas du tout par ma prof de philo. Et je me suis rétamée en philosophie d'ailleurs, et j'ai eu une très très bonne note en mathématiques, alors que c'était l'inverse de mon parcours scolaire. Bon, enfin bref. Mais dès que j'ai eu mon bac, et l'année de mon bac, j'étais allée à l'université, à la Sorbonne à l'époque, et j'étais allée au laboratoire de psychologie pour voir est-ce que c'est là que je pourrais rentrer après. Donc voilà, c'est ce qui m'a orientée. Alors les études, c'était difficile. Hein. Les études de psychologie à l'université René Descartes Paris 5, qui était à l'époque une grande université. Je crois qu'il l'est toujours, c'est pas la question.
Mais je ne m'étais même pas posé la question des orientations des uns et des autres universités par rapport à ça. Et Paris 5 était réputé pour être une faculté plutôt orientée sur la psychologie expérimentale. Donc à l'époque, c'était un DUG, une licence, une maîtrise. Ce n'était pas encore la réforme qu'on a connue il y a quelques années. Et grosso modo, on ne faisait pas de psychologie avant la maîtrise. Donc il a fallu vraiment s'accrocher. On faisait pas de la psychologie au sens où moi, je souhaitais acquérir des compétences pour faire ce que j'avais vu Bettelheim et Geneviève Jurgensen à l'époque, qui travaillaient à l'Orthogenic School of Chicago, faire. Et bon, j'ai attendu, j'ai passé... Je me suis spécialisée en psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. J'ai travaillé aussi très tôt pour financer mes études. Je travaillais dans un laboratoire de psychologie génétique où j'apprenais à faire passer des tests, et notamment les épreuves piagétiennes à des enfants d'école maternelle. Donc comme ça, on formait les futurs psychologues généticiens, on les appelait à l'époque. Et ça aussi, ça m'a marqué, la relation à l'évaluation des personnes. Pendant toute cette période où je travaillais et où j'apprenais à des futurs psychologues, en fait, à prendre en compte le point de vue du développement de l'enfant au sens piagétien du terme, moi aussi j'ai appris beaucoup là. J'ai appris ce que c'était, je dirais que la clinique, la psychologie clinique au sens, parce que Piaget revendiquait ça aussi, de faire de la psychologie clinique au sens où on suit ce que fait l'enfant. Et à la fois on cherche à évaluer comment il fonctionne et en même temps on tient compte de son fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose, les épreuves piagétiennes, les épreuves cliniques piagétiennes, ça c'est quelque chose, je crois aussi, qui m'a orientée. Donc j'étais déjà un peu j'étais sur deux orientations, à la fois le développement, la psychologie développementale et la psychopathologie, la pathologie de l'enfant et de l'adolescent. Alors, j'avais donc un frère aîné qui partait dans des études d'assistance sociale. Et moi, qui me destinais plutôt à la psychologie, je crois qu'il y avait une certaine fierté chez moi pour ça. Mes parents n'étaient pas du tout... Mon père était un autodidacte, c'était un ouvrier au départ, et puis il est devenu ingénieur en allant aux arts et métiers à l'époque. Je pense que ça a dû représenter beaucoup de travail pour lui. Ma mère travaillait, mais mon père lui avait demandé d'arrêter de travailler dès qu'elle aurait des enfants, parce que lui, il n'avait pas été élevé par sa mère qui elle-même travaillait. Donc, il y avait une certaine fierté, je crois. En même temps, pourtant, ce n'était pas des études extraordinaires. Hein. On n'était pas rentrés dans... Moi, je ne savais même pas que ça existait, d'ailleurs, les écoles prépa. Et après, on m'avait dit que j'aurais dû faire une école prépa. Qu'est-ce que je faisais à faire de la psychologie? Bon, eh ben, on ne savait pas ce que c'était chez moi. Et il n'y avait pas d'ambition pour nous de réussir, de faire une voie comme ça. Mais je me souviens que mon père était particulièrement fier ouais, et ma mère aussi, que je fasse de la psychologie. Je ne sais pas pourquoi. Arrive la maîtrise, le DESS, où enfin, on rentre un petit peu dans la clinique, dans la pathologie, dans l'obligation aussi de faire des stages, d'aller sur le terrain, et puis d'élaborer aussi, de faire un travail de recherche que je fais en relation avec le stage dans lequel, en fait, j'aurai mon premier emploi. Sur les compétences du nouveau-né, c'est l'époque où on parle beaucoup de Terry Brazelton, et moi je travaille en pouponnière, dans une pouponnière de... Alors les pouponnières, c'est les foyers de l'enfance, la DAS, et c'est l'accueil des enfants, des tout petits, des nouveau-nés,
qui sont soit abandonnés, nés sous X, donc, soit retirés pour des raisons judiciaires, sociales de leur milieu. Et évidemment, là, c'est un lieu de souffrance assez... où peut s'exprimer d'une façon très vitale, très nocive pour la vie, les perturbations des tout débuts de la vie, et notamment de tout ce qui touche à l'attachement. Et moi, j'étais en stage dans cette pouponnière et j'étais très, très intéressée par la façon dont on pouvait comme ça remplacer, c'est pas remplacer, mais donner un univers si important qui a manqué à tant d'enfants en même temps. C'était tout le problème des pouponnières. Donc je sors validée, psychologue, docteur en psychologie, je crois que ça s'appelle, avec un DESS, un diplôme d'études supérieure spécialisée en psychologie clinique et pathologique. Et je continue, grâce à ce petit passage en pouponnière, donc, je continue, mais dans l'unité des plus grands. Et c'est là que j'ai mes premières heures en tant que psychologue. Alors c'est un mouchoir de poche, hein, c'est très peu d'heures, c'est des vacations, c'est des études pendant lesquelles, à l'époque, hein, on ne nous formait pas du tout sur le fait mais il n'y avait pas d'emploi pour nous, il n'y avait pas de place pour nous. Il n'y avait pas d'argent pour nous payer. Alors, ce qu'on trouvait à l'époque, c'était beaucoup des vacations. Ce qui est interdit aujourd'hui, les vacations, c'est voilà, faire 2 heures quelque part, 3 heures ailleurs. Et grâce à, je ne sais pas, une certaine appréciation, disons, de mon travail en pouponnière, je suis réclamée en fait dans une unité d'enfants plus grands, c'est-à-dire les 6-12 ans, qui eux aussi sont là, souvent par mesure judiciaire, placés, donc, ce qu'on appelle les enfants de la DAS après, mais je ne sais pas, je trouve que c'est pas très bien de dire ça. C'est pas les enfants de la DAS, c'est bien les enfants de leurs parents. Mais ils vivent en foyer. Ils vivent en foyer, ils ont très souvent une scolarité perturbée, évidemment, pour X et X raisons. Et donc, pour certains d'entre eux, il y a une petite école à l'intérieur. Et moi, étant donné que j'ai une assez grande expérience à cause du travail que je faisais pendant mes études sur l'évaluation et notamment l'évaluation des compétences cognitives avec les épreuves piagétiennes, je propose de suivre et d'aider les enfants qui sont scolarisés à l'intérieur du foyer et de les aider en fait dans leur scolarité en essayant de déceler un petit peu de quoi ils ont besoin pour étayer ces apprentissages. J'ai très peu d'heures, j'aimerais que ça prenne plus de temps, j'aimerais être là plus longtemps, parce que quand on est là très peu d'heures, ce qui est le cas quand même, et même encore aujourd'hui, hein, j'ai été diplômée en 84, on est en 2014, donc ça fait 30 ans que je travaille, et j'ai jamais travaillé à plus de 30% en temps, 30-40% en tant que psychologue clinicienne. À l'époque, au foyer de l'enfance, on me proposait de m'employer plus, mais en tant qu'éducatrice. Et c'est quelque chose que... C'est très tiraillant, parce qu'à la fois, on ne peut pas vivre on ne peut pas survivre, on peut pas, je sais pas, fonder un foyer, ni même vivre tout seul avec, à l'époque, je gagnais 780 francs par mois, ce qui était tout à fait ridicule. C'était ridicule, pas en tant que salaire, mais en tant que quotité, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de travail. Et en même temps, je faisais des trajets épouvantables. J'avais plus, il n'y avait pas encore l'interconnexion des lignes de RER. Donc moi, j'habitais dans le nord de Paris, presque en Seine-et-Marne, en fait, j'habitais. Et je mettais 1h45 pour aller travailler dans ce foyer de l'enfance qui était à Versailles.
Donc, je me souviens, ça c'est des souvenirs que j'avais qui me disaient, mais bon, je fais en tout, je fais plus de 3 heures de travail pour aller travailler 2 heures. Et oui, et je pourrais travailler plus, mais pas en tant que psychologue, en tant qu'éducatrice. Mais moi, je veux pas être éducatrice. Je dis pas qu'un psychologue peut pas. Un psychologue forcément travaille dans le. Il a un rôle quelque part qui a trait à l'éducation. Mais moi, je voulais pas faire le travail des éducateurs dans un foyer qui sont chargés de grosso modo remplacer l'univers familial, le cadre familial en dehors des activités de la journée, de s'occuper des repas, du coucher, des soirées. C'est pas ça que je voulais faire. Donc j'ai dit non. J'ai dit non à cette proposition de travailler plus, mais pas comme psychologue. Et à cette époque, ou quelques années plus tard, mettons 2 ans plus tard, j'ai eu la possibilité d'être employée en même temps, donc simultanément, parce qu'en fait, je crois que c'est un peu vrai encore aujourd'hui, les psychologues qui travaillent ne travaillent rarement, à moins d'être des... comment dire, de travailler en libéral et d'avoir suffisamment de patients ou pour travailler à l'équivalent d'un plein temps. Moi, j'ai jamais voulu travailler en libéral. Les psychologues travaillent en combinant en fait des heures par-ci, par-là. Donc, ils peuvent travailler dans différents milieux. À l'époque où j'ai pu compléter le travail que je faisais donc au foyer de l'enfance et que j'aimais beaucoup, dans lequel j'étais aussi beaucoup appréciée. C'était la première fois aussi que je travaillais en équipe, avec un psychiatre, avec des cadres de soins, on ne les appelait pas comme ça encore, des cadres éducateurs. Ça, c'est une partie aussi assez enrichissante du travail. Et à l'époque, c'était les premières mesures Rigoux sur l'insertion des jeunes qui étaient un peu laissés de côté, qui sortaient de l'école sans formation. Et donc on m'a proposé d'être formatrice en remise à niveau pour des jeunes à qui on allait proposer une meilleure insertion professionnelle. Et ça se basait surtout sur mes compétences aussi en tant que psychologue développementaliste, au sens psychologie génétique du terme, psychologie du développement, Piaget, le développement de l'abstraction, etc. Donc, moi, je trouvais que c'était pas suffisant pour faire ça, d'être psychologue. Et donc, je me suis formée. J'avais du temps. Et donc, je suis retournée à Paris 5, mais au centre de formation continue de l'université, cette fois-ci, pour entreprendre en même temps un diplôme de formatrice, de devenir formatrice, parce que, voilà, ça s'improvise pas, je crois, d'apprendre aux gens. Même de leur apprendre à se servir de leurs compétences ou à les reconstruire, ça. Enfin bon. Donc j'ai fait ça. Et cette année-là, c'était en 1986. Au cours de cette formation, donc, on nous invite à assister à une conférence que venait donner, je crois que c'était au mois d'avril, Reven Feuerstein. Le professeur Reven Feuerstein, c'est à l'époque le fondateur en Israël d'un centre, d'une orientation qui consiste à aider une population particulièrement, comment dire, démunie à s'installer, à la fois à s'installer, à profiter des possibilités de formation en Israël, mais aussi des gens qui viennent de cultures différentes, donc référence aux différentes aliyas des Felacha notamment à l'époque, et puis des enfants descendre, mais c'est plus les enfants descendre en fait, dans ces années-là. Mais c'est ça qui l'a rendu célèbre. Le professeur Feuerstein, il s'est formé auprès de Jean Piaget, mais aussi de Ray,
Et ce qui l'a intéressé, c'est d'aider des enfants, des adolescents, des adultes à reconstruire, à construire des compétences cognitives qu'ils n'ont pas pu construire. Donc j'assiste à cette conférence de Feuerstein. Je crois que c'était sa toute première conférence dans le grand amphithéâtre de la rue de l'École de médecine. Et vraiment, c'est un peu bête de dire ça, que c'est une révélation, mais c'est comme si j'attendais ça. J'attendais ça. Je ne pensais pas que je pourrais le voir. Il faut voir, dans la pratique que j'avais, qui était une pratique que déjà, moi, je trouvais, comment dire, pas audacieuse au sens où c'est moi qui ai l'audace, mais les épreuves d'évaluation du développement cognitif piagétien, c'est déjà tout un travail, c'est déjà un certain respect. Je veux dire, on ne cherche pas un niveau, on ne cherche pas ce qui ne va pas. On cherche à comprendre comment un enfant fonctionne pas. Où est-ce que ça marche, où est-ce que ça ne marche pas. Et au-delà, et quand même, bien qu'il y ait cet aspect clinique de l'échange, et non pas de la cotation, de dire, bon, ça fait combien? On ne fait pas des QI avec... on fait... Même si c'est des échelles de développement logique et qu'il y a un caractère normatif, il n'est pas obtenu par un comportement normatif et simplement évaluateur du psychologue. Donc, peut-être j'étais un peu prête à ça, mais Feuerstein, d'un seul coup, c'était presque la revendication que le rôle de celui qui est un soutien au développement, c'est un rôle de faire se développer, non pas de constater où est-ce que ça coince et de faire des hypothèses sur pourquoi ça coince, mais de se dire dans quelles conditions, quelle peut être ma participation, en quoi ma participation va pouvoir combler ce qui fait que ça coince pour quelqu'un, et comment cette participation, qui est la mienne, je peux la faire être celle de l'enfant. Ça veut dire, d'un seul coup, moi, vraiment, c'est comme si j'attendais ça. J'attendais ça, ça veut dire, à la fois, j'étais contente de la pratique que j'avais, mais je trouvais que il faudrait passer plus de temps. Ça sert à rien de voir où ça va pas et de pas faire quelque chose pour que ça aille. Et lui, en 86, il venait nous dire, mais voilà, ce qui ne fonctionne pas, ça a une histoire, mais c'est surtout l'histoire d'un manque. Ce manque, il est fait d'un échange et de quelque chose qui tient à la culture, à l'apprentissage par la culture et qui se développe dans l'interaction humaine. Cette interaction humaine, c'est à vous de la... Il n'y a pas lieu de faire le deuil qu'elle n'ait pas eu lieu. Il y a lieu de la mettre en œuvre. Et vous pouvez la mettre en œuvre en vous mettant, en vous montrant, l'utilisant, en disant ce que vous faites, en proposant à l'enfant de faire ce que vous faites, en étant à la fois un modèle, un miroir, un accélérateur, un démonstrateur. Et alors, bon, bref, voilà, moi, il y a eu une formation dans la foulée à devenir médiateur, à devenir donc praticien du programme d'enrichissement instrumental. Moi, j'ai foncé. En même temps, au Centre de formation continue de Paris 5, c'est une orientation qu'ils voulaient développer. Ils avaient besoin de gens qui se forment. J'ai demandé à me former. Ils m'ont embauché. Et donc, j'ai travaillé tout ce que je ne travaillais pas en vrai, en tant que psychologue. Je suis devenue formatrice, praticienne du PUI. Donc, je le pratiquais aussi dans le domaine des mesures Rigoux sur les stages d'insertion professionnelle avec des jeunes qui étaient, c'est vrai, qui avaient eu un parcours qui pouvait expliquer qu'il y a un certain nombre de blocages et de choses qui n'ont pas
qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre dans l'interaction sociale et culturelle. Et en même temps, je devenais spécialiste de ça. Donc je suis devenue praticienne d'abord, dans un premier temps. Je suis allée à Jérusalem pour devenir formatrice de praticienne. Et donc j'ai travaillé pendant longtemps au Centre de formation continue de Paris 5 en tant que psychologue, en tant qu'ingénieure d'études, en tant que formatrice pour que cette pratique-là avance, se développe, soit utilisée. Et en même temps, ça a complètement orienté ma pratique professionnelle parce que c'est presque ce que je voulais faire depuis toujours. Donc aujourd'hui, je travaille plus à l'université pour des raisons contractuelles, etc. Impossibilité de renouer des contrats. Et quand même, j'ai été repérée pendant, je crois, sur une formation, sur une des dernières formations à laquelle j'ai participé en tant que responsable pédagogique d'ailleurs. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'on cherchait quelqu'un comme moi dans un hôpital de jour en psychiatrie. Et donc aujourd'hui, je travaille en psychiatrie de l'adolescent, très peu d'heures. J'ose même pas dire le pourcentage parce que c'est un 35% de temps. Mais j'ai réussi, et je crois qu'on ne doit pas être très nombreux, à être embauchée en tant que psychologue clinicienne pour faire ce travail spécifique-là avec des adolescents qui sont donc accueillis en hôpital de jour et qui ont besoin dans le projet qu'on construit avec eux et qui construisent d'étayer un petit peu, de retrouver un domaine, un sentiment de compétence, on va dire, dans leur fonctionnement cognitif. Et franchement, et je ne fais que ça. C'est à la fois une grande joie, parce que je ne suis pas obligée de faire des choses que je ne veux pas faire, que je ne veux plus faire, comme de l'évaluation des tests psychométriques ou des tests... Je ne peux plus faire ça. Et en même temps, parce que j'ai très peu d'heures. Alors, le fait qu'on me connaisse, le fait que j'ai travaillé aussi en Israël et que on reconnaisse mon travail fait que j'ai été aussi connue par des parents comme ça, par le bouche à oreille, et que j'ai quelques élèves à l'extérieur. Donc je travaille à la fois en hôpital de jour, dans une équipe pluridisciplinaire où je peux faire ce travail, offrir construire des groupes de jeunes et leur proposer un travail de cette nature, et aussi avec des enfants dans des familles, des enfants qui, pour des raisons X, Y, Z, peu importe d'ailleurs, n'ont pas pu développer ce qui leur permettrait, je dirais, de suivre une enfance normale, entre guillemets, avec une formation normale, d'aller à l'école, de suivre un cursus, d'apprendre, à qui on ne propose pas d'apprendre, à qui surtout on propose d'être rééduqué. Et la rééducation, ça prive de beaucoup d'apprentissage. Ça use, ça fatigue, c'est très important aussi. Mais il faut cette partie où on n'est pas toujours à courir après ce qu'on n'a pas et où on profite de ce qu'on a pour apprendre à faire un peu mieux. Et même si j'ai très peu d'élèves, même si au fond c'est pas facile de vivre et que c'est une vie un peu compliquée parce que je me déplace, je veux pas travailler en libéral, donc voilà, je me déplace, je vais dans les familles. C'est très dur de rentrer dans les institutions où sont parfois ces enfants parce que pourquoi seulement pour eux, pourquoi il y aurait besoin de ça? Il y a tout ce qu'il faut normalement dans une institution. Mais souvent, il n'y a pas ça. Mais c'est difficile de convaincre dans une institution sur cette approche un peu particulière. Enfin, particulière, tenue un peu à distance. Et donc, voilà, c'est
C'est plus comme quand j'habitais en Seine-et-Marne et que j'allais travailler à Versailles, mais ça reste beaucoup de temps de transport pour très peu de temps en fait avec l'enfant. Ça dure très longtemps. C'est très souvent on vient, on peut faire une séance par semaine, parfois 2. C'est à la charge de la famille. On n'est pas remboursé par la sécurité sociale, hein. On n'est pas des orthophonistes, on est des psychologues et on fait même pas des consultations thérapeutiques. Non, on fait un travail de construction de la pensée, de construction des compétences, de reconnaissance de ces compétences, mais c'est pris en charge par personne.